Ma famille m'a renié des années suite à une fausse accusation de la petite amie de mon frère. La vérité éclate enfin. Cette famille, qui a détruit ma vie, tente de revenir, ignorant que j'ai rebâti une nouvelle vie et une nouvelle famille sans eux. Mon nom est Éléonore Mercier et j'ai 32 ans. Cette histoire s'est passée il y a 8 ans, mais certains souvenirs ne s'estompent pas. Ils s'installent plus profondément dans vos os jusqu'à devenir une partie de votre respiration. J'avais 24 ans. Je vivais encore chez mes parents pendant que je terminais mon diplôme d'ingénieur et je travaillais à temps partiel dans un garage local, essayant de rester discrète et de bâtir un avenir honnêtement. Je n'étais ni tape à accent grave-l'œil, ni insouciante. Ma vie se résumait aux cours, à la graisse sous mes ongles, aux devoirs de fin de soirée, et au peu de sommeil que je pouvais voler entre les quarts de travail. Mon jeune frère, Kevin, avait 22 ans, et Kevin était amoureux. Elle s'appelait Angélique. Sur le papier, elle était le genre de femme dont les parents aiment se vanter. Belle, soignée, intelligente, issue d'une bonne famille, toujours habillée comme si elle avait sa vie en main. Mes parents l'ont adorée presque immédiatement. Ma mère parlait d'elle comme si elle faisait déjà partie de la famille. Mon père la considérait comme une bonne influence pour Kevin. Il ne cessait de dire à quel point il était chanceux, à quel point il était rare de trouver une fille pareille, que l'on voyait déjà la future belle-fille en elle. Je ne l'ai jamais aimée. Pas dès le début. Je n'aurais pas pu l'expliquer clairement au début. C'était juste un pressentiment. Quelque chose dans sa douceur semblait toujours jouer, comme si elle lisait un script qu'elle savait que tout le monde voulait entendre. Devant mes parents, elle était douce et respectueuse. Devant Kevin, elle était affectueuse d'une manière presque théâtrale, comme si elle voulait un public pour montrer à quel point elle était dévouée. Mais quand elle pensait que personne d'important ne regardait, le masque tombait. J'ai vu la façon dont elle parlait aux employés de service, sèche, dédaigneuse, comme si les gens appartenaient à des catégories, et qu'elle avait déjà décidé qui comptait et qui ne comptait pas. Et avec moi, elle avait cette habitude de faire des petites remarques qui se voulaient innocentes. « Oh, tu vis toujours chez tes parents » disait-elle avec ce sourire parfait. « Quand vas-tu mettre ta vie en ordre comme Kevin ?» Puis elle riait comme si ce n'était qu'une plaisanterie. Mais cela n'avait jamais l'air d'une blague. Kevin ne voyait rien de tout cela. Ou peut-être qu'il le voyait et choisissait de l'ignorer. Il était complètement sous son emprise. Il annulait des sorties avec ses amis quand elle réclamait de l'attention. Il sautait des événements familiaux si elle était contrariée par quelque chose. Il réorganisait toute sa vie autour de ses humeurs, de son emploi du temps, de ses besoins. C'était douloureux à regarder. Mais c'était mon frère, et je me disais qu'il finirait par s'en rendre compte. Le jour où tout a basculé a commencé comme n'importe quel autre mardi. Kevin m'avait demandé de l'aider à déménager des meubles de son appartement à son nouveau logement. Nous devions nous retrouver vers 15h. Vers 13h30, il m'a envoyé un message disant que sa voiture faisait des bruits étranges et qu'il devait passer à l'atelier avant de passer chez moi. Il m'a demandé si je pouvais y aller en avance, peut-être commencer à emballer les affaires les plus petites. Angélique serait là, m'a-t-il dit, et elle m'ouvrirait. Pas de problème. J'ai pris un café en chemin et j'ai conduit jusqu'à l'appartement en pensant prendre de l'avance en emballant des livres ou des affaires de cuisine. Kevin m'avait donné une clé de rechange des mois plus tôt quand il avait emménagé, donc rien ne semblait inhabituel. Je suis arrivé à l'immeuble vers 13h45. Le couloir était calme, ce silence de semaine morte que l'on n'entend que dans les immeubles d'appartements quand tout le monde est au travail. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage, j'ai marché jusqu'à la porte de Kevin, et j'allais frapper quand j'ai entendu des voix à l'intérieur. Je me souviens avoir pensé qu'Angélique était probablement au téléphone. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré, appelant « Salut, c'est moi ». Pour ne pas lui faire peur. Puis je les ai vus. Angélique était plaquée contre le mur du salon avec les mains de Julien partout sur elle. Ils s'embrassaient comme s'ils avaient oublié que le reste du monde existait. Julien, l'ami de mon frère depuis l'université, le gars qui avait été présent à chaque dîner d'anniversaire, chaque barbecue d'été, chaque fête de famille depuis 3 ans. Pendant une seconde, tout en moi s'est arrêté. Puis tout est revenu d'un coup. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ma voix a claqué dans la pièce comme du verre brisé. Ils se sont immédiatement séparés. Le visage d'Angélique a changé en premier. Une seconde, elle semblait rougie et essoufflée, et la suivante,
elle avait l'air submergée par la panique pure. Julien s'est retourné et est devenu blanc en me voyant là. Personne n'a parlé. Je les fixais, puis elle, puis lui à nouveau. Vous vous moquez de moi, là? J'ai dit dans l'appartement de Kevin. Toujours rien. Puis Angélique a commencé à pleurer, pas seulement à avoir les larmes aux yeux. Pleurer, sangloter à grosses larmes, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Elle a repoussé Julien et a titubé en arrière vers le coin de la pièce, une main sur la bouche, l'autre tremblante. S'il te plaît, ne lui dis rien, ne cessait-elle de répéter. S'il te plaît, ne lui dis rien. Julien s'est placé devant elle comme s'il la protégeait de moi. Éléonore, tu dois partir, a-t-il dit. Pas, juste. J'ai éclaté de rire. Pas parce que quelque chose était drôle, mais parce que c'était tellement surréaliste que je ne savais pas quoi faire d'autre. Kevin est mon frère, j'ai rétorqué. Qu'est-ce que vous foutez, Julien? Angélique a commencé à hyperventiler. Elle pleurait si fort qu'elle avait du mal à articuler. Sniff, il va tout raconter. Kevin ne me le pardonnera jamais. Oh mon Dieu. Il va tout raconter. J'aurais dû le comprendre à ce moment-là. J'aurais dû comprendre que la culpabilité normale n'avait pas cet aspect. Qu'il y avait quelque chose de trop rapide, de trop calculé, même dans la panique. Mais à l'époque, j'étais juste furieuse. J'ai dit à tous les deux qu'ils étaient dégoûtants. Julien n'a cessé de me dire de partir. Angélique n'a cessé de pleurer. Toute la pièce semblait empoisonnée. Finalement, j'ai juste dit, oubliez ça, et je suis sorti. J'ai conduit jusqu'à la maison en tremblant, essayant déjà de trouver comment j'allais annoncer la nouvelle à Kevin. Je savais que ça allait le briser. Je savais qu'il serait humilié, mais c'était toujours mon frère, et je croyais qu'il méritait la vérité. J'étais à mi-chemin de la conversation que je répétais dans ma tête quand mon téléphone a sonné. Kevin. Dès que j'ai décroché, il criait, « Qu'est-ce que tu as fait à Angélique ?» Je me suis arrêté si brusquement que mon café s'est renversé sur le siège passager. « De quoi tu parles ?» Sa voix était si en colère que je pouvais à peine le comprendre. Les mots se bousculaient. Angélique l'avait appelée. Elle était hystérique. Elle avait dit que je l'avais attaquée. Qu'elle était seule quand je suis arrivé. Et quand les dents pour le déménagement, je m'étais imposé à elle. J'ai senti un froid glacial me parcourir. Puis il a dit que Julien avait appuyé son histoire. Il prétendait être entré et m'avoir arraché à elle. Il prétendait que je les avais menacés tous les deux. Pendant un instant, j'ai sincèrement cru que je l'entendais mal. Kevin, ai-je dit, c'est de la folie. Je les ai surpris en train de s'embrasser. Elle te trompe avec Julien. Tais-toi, a-t-il crié. Tu es une menteuse. Ma poitrine s'est serrée. Angélique ne me tromperait jamais. Il a dit qu'elle m'aimait. Tu es juste jalouse parce que tu n'arrives pas à mettre ta vie en ordre et que tu ne peux pas trouver quelqu'un comme elle. Cela m'a tellement frappé que je me suis tue. Jalouse de ça. Kevin m'a écouté. J'ai dit, en essayant de garder la voix stable. J'ai utilisé ma clé. Je suis entré et ils étaient enlacés. Pourquoi inventerais-je ça? Parce que tu l'as toujours détesté. Elle ment pour se sauver. Elle parle à la police. La police? Je me souviens avoir serré le volant si fort que mes doigts me faisaient mal. Kevin, je suis ta sœur, ai-je dit. Pourquoi mentirais-je à propos de quelque chose comme ça? Parce que tu ne supportes pas de me voir heureux. Puis il a raccroché. Je suis resté assise dans ma voiture, le cœur battant, fixant le pare-brise comme si le monde avait basculé sur le côté. 20 minutes plus tôt, j'essayais de comprendre comment annoncer à mon frère que sa petite amie le trompait. Maintenant, j'étais apparemment une prédatrice. J'ai conduit directement chez mes parents. Ils étaient dans la cuisine quand je suis entré, et un seul regard sur leur visage m'a dit qu'Angélique les avait devancés. Les yeux de ma mère étaient rouges. Mon père était assis raide à table, me regardant comme si j'étais quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. « Est-ce vrai ?» a-t-il demandé. J'ai failli rire à nouveau, mais cette fois il n'y avait rien d'hystérique. « Qu'est-ce qui est vrai ?» ai-je dit. Que j'ai surpris Angélique en train de me tromper et qu'elle ment à ce sujet.
Oui, c'est vrai. Ma mère a poussé un horrible son comme si j'avais confessé quelque chose de monstrueux. Comment as-tu pu faire ça, a-t-elle murmuré. Je l'ai regardé. Faire quoi? À ton frère, a-t-elle dit. À cette pauvre fille. J'ai commencé à expliquer rapidement d'abord, puis plus lentement quand j'ai réalisé qu'ils n'écoutaient pas vraiment. Je leur ai dit exactement ce que j'avais vu. Je leur ai dit que Julien était là. Je leur ai dit qu'Angélique avait paniqué dès mon entrée. Je leur ai dit qu'elle avait inventé cela parce qu'elle avait été surprise. Le visage de mon père n'a pas changé. Ma mère n'a fait que pleurer. Ils avaient déjà décidé. Ce fut le premier moment où j'ai compris quelque chose que j'allais mettre des années à accepter pleinement. Les gens croiront un mensonge commode avant d'affronter une vérité gênante. Et Angélique était commode. Elle était soignée, jolie, fragile en apparence, facile à protéger. J'étais leur fille, oui, mais j'étais aussi indépendante, directe, pas particulièrement douce sur les bords. Je travaillais de mes mains. Je disais ce que je pensais à ce moment-là. Elle ressemblait à quelqu'un qui méritait d'être sauvé, et j'avais l'air de quelqu'un qu'il pouvait imaginer avoir tort. Kevin est arrivé plus tard avec Angélique. Elle était enveloppée dans sa veste comme si elle avait froid. Ses yeux étaient gonflés. Elle a tressailli quand je suis entré dans la pièce. C'était la performance d'une vie. Ma mère s'est précipitée pour lui faire du thé. Mon père a tapoté Kevin sur l'épaule et lui a dit qu'il faisait bien de rester à ses côtés. Et moi, je suis resté là à regarder ma propre famille réconforter la femme qui me détruisait. Kevin n'a même pas voulu me regarder. Quand j'ai essayé de lui parler, il a dit « Reste loin d'elle ». Mon propre frère l'a dit comme si j'étais dangereuse. Cette nuit-là, il m'a acculé devant ma chambre. Il avait l'air différent, pas blessé, pas confus, furieux. « Si tu t'approches à nouveau d'Angélique, a-t-il dit. Je te passerai moi-même à tabac. » Je l'ai fixé. C'était le petit frère que j'avais appris à lancer un ballon. Celui que j'allais chercher à l'école quand il était malade. Celui que j'avais défendu dans chaque stupide dispute dans laquelle il s'était fourré quand il était enfant. Kevin, ai-je dit doucement. Elle ment. Il a attrapé ma chemise et m'a repoussé contre le mur. Tu continues de mentir, a-t-il sifflé. Très bien, ai-je dit. Ne me crois pas, mais quand la vérité éclatera, ne viens pas pleurnicher auprès de moi. Son visage s'est tordu comme s'il me haïssait. La seule vérité, a-t-il dit, c'est que ma sœur est un monstre. 2 jours plus tard, la police est venue m'arrêter. Je savais que l'arrestation arrivait. Cela n'a pas rendu la chose moins humiliante. Quand la voiture de police s'est arrêtée devant notre maison, j'étais debout devant la fenêtre, espérant à moitié, stupidement, désespérément, qu'ils étaient là pour autre chose. Peut-être un voisin, peut-être la mauvaise adresse, peut-être un malentendu bizarre qui se dissoudrait dès que quelqu'un poserait la bonne question. Au lieu de cela, on a frappé à la porte. Ferme, officiel, définitif. Mon père a répondu. Ma mère se tenait derrière lui, une main sur la bouche. Kevin était déjà dans le salon, Angélique blottie contre lui comme si elle appartenait plus là qu'à moi. 2 agents sont entrés et ont demandé mon nom. Mon nom complet, mon ancien nom. Ce nom semblait plus lourd d'une certaine manière à ce moment-là, comme s'il appartenait déjà à quelqu'un de ruiné. Ils m'ont lumé droit devant ma famille, devant les gens qui auraient dû dire « il doit y avoir une erreur ». C'est notre fille. Parlez-lui. Écoutez-la, s'il vous plaît. Mais personne n'a dit cela. Personne n'a bougé. Ma mère a pleuré. Mon père fixait le sol. Kevin a resserré son bras autour d'Angélique tandis qu'elle détournait le visage comme si même me regarder était trop douloureux. J'ai tendu mes mains parce que je n'allais pas faire de scène. Je n'allais pas leur donner la satisfaction de dire que j'avais l'air instable ou dangereuse. Pourtant, les menottes brûlaient. Pas physiquement, émotionnellement. Chaque clic de métal autour de mes poignets ressemblait à un verdict. Dehors, des rideaux bougeaient aux fenêtres voisines. Monsieur Holloway d'en face arrosait sa pelouse et s'est figé à la seconde où il m'a vu être escorté dehors. Une femme promenant son chien a ralenti. J'ai gardé les yeux fixés devant moi, mais je pouvais tout sentir. Les regards, les murmures qui commenceraient avant même que la voiture de police ne tourne au coin de la rue. Le trajet jusqu'au poste ressemblait à un mauvais rêve dont je ne pouvais pas me réveiller.
Au commissariat, on m'a assise dans une salle d'interrogatoire froide qui sentait faiblement le vieux café et l'eau de Javel. Il y avait une table en métal boulonnée au sol, 2 chaises, et une caméra dans le coin qui semblait me regarder respirer. Le détective chargé de mon dossier était plus âgé, peut-être la cinquantaine avancée, épaules larges, yeux fatigués, le genre de visage qui semble avoir vu toutes les versions de l'échec humain et qui ne s'attend plus à être surpris. Il ne s'est pas présenté chaleureusement. Il s'est présenté avec suspicion. Il s'est assis en face de moi, a ouvert un dossier et a commencé à poser des questions sur un ton qui me disait qu'il connaissait déjà les réponses. « L'avez-vous planifié » Je l'ai fixé. « Planifié quoi » Cette agression ? Le mot m'a frappé comme une gifle. Je n'ai agressé personne. Il s'est légèrement penché en arrière, m'étudiant. Alors c'était impulsif. Puis j'ai senti quelque chose craquer en moi. Je suis entré dans l'appartement de mon frère et j'ai trouvé sa petite amie en train de le tromper avec son ami. Il a émis un petit son au fond de sa gorge. Ni tout à fait d'incrédulité, ni tout à fait ennui. C'est ce qu'ils disent tous, a-t-il marmonné. Je ne sais pas ce qui a fait le plus mal, l'accusation, ou à quel point cela lui semblait ordinaire. Comme si l'effondrement de ma vie n'était qu'un mardi de plus. Je lui ai tout raconté à nouveau. Le message de Kevin plus tôt. La clé de rechange. Les voix à l'intérieur. Angélique contre le mur. Les mains de Julien sur elle. Sa panique. Sa défensive. Leur peur immédiate que je le dise à Kevin. Il a écrit des choses, mais son visage ne s'est pas adouci. Il a demandé si j'avais des preuves. Non. Des SMS? Non. Des images de vidéosurveillance? Je ne savais pas. Des témoins? Non. Quelqu'un d'autre savait-il qu'Angélique trompait Kevin? Pas à ma connaissance. Puis il m'a demandé si j'avais déjà mis Angélique mal à l'aise auparavant. J'ai ri une fois, amer et bref. Non. Aviez-vous déjà eu des disputes? Elle faisait des commentaires passifs-agressifs tout le temps, mais non, nous n'avions pas de querelle continue. L'aimiez-vous moins? Oui. Cela était apparemment une erreur. Il a levé les yeux immédiatement. Pourquoi? Parce qu'elle était fausse. Parce qu'elle était impolie quand personne d'important ne regardait. Parce qu'elle manipulait mon frère? Il a pris une autre note. Je pouvais pratiquement voir comment cela sonnait dans sa tête. Sœur aînée pleine de ressentiment. Jalouse. En colère. Instable. Je voulais traverser la table et lui faire avouer la vérité. Au lieu de cela, je suis resté assise pendant des heures à répondre à des questions posées de 20 façons différentes, toutes basées sur une seule supposition, la culpabilité. Au moment où ils m'ont relâché, en attendant l'enquête, j'avais l'impression d'avoir été ouverte et laissée à vif. Quand je suis rentré à la maison n'avait plus l'air d'un foyer. Elle ressemblait à une salle d'audience où le verdict avait déjà été rendu. Personne n'a demandé comment ça s'était passé. Personne n'a demandé si j'allais bien. Ma mère était dans la cuisine en train de faire de la soupe pour Angélique. Angélique, qui était assise à notre table dans l'un des cardigans de ma mère, pâle et tremblante comme si c'était elle dont la vie avait été brisée. Mon père murmurait quelque chose de doux pour elle. Kevin était à côté d'elle, la mâchoire serrée, les yeux sombres chaque fois qu'il se posait sur moi. Je suis resté dans l'embrasure de la porte et j'ai compris avec une clarté absolue que j'étais seul. Pas un peu seul, complètement. Cette nuit-là, ma mère a frappé à ma porte de chambre. Pendant une seconde stupide, j'ai pensé qu'elle était peut-être venue s'excuser, ou au moins demander la vérité une fois de plus avec un esprit ouvert. Au lieu de cela, elle est entrée et a dit, « S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. » J'ai cligné des yeux. Rendre quoi plus difficile? Elle a croisé les bras comme si c'était elle qui essayait de se tenir. Si Angélique te voit de manière inattendue, elle a peur. J'ai vraiment regardé derrière moi juste pour être sûr d'avoir bien entendu. Tu ne peux pas être sérieuse. Elle est traumatisée. Non, ai-je dit, ma voix tremblante maintenant. Elle ment. Ma mère a tressailli comme si je lui avais levé la main. Arrête ça, a-t-elle murmuré. S'il te plaît, juste arrête. Je me suis levé si vite que ma chaise a raclé fort sur le sol.
tu es dans ma chambre en train de me demander d'être prévenante envers la femme qui m'a accusé d'agression parce que je l'ai surprise en train de tromper ton fils. Son visage s'est durci d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Ne déforme pas ça. Déformé, j'ai répété. Maman, elle détruit ma vie. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quelque chose s'est passé. Et voilà. Pas la certitude, pas la preuve, juste la volonté de croire quelque chose de monstrueux à propos de sa propre fille parce qu'admettre qu'elle avait été trompée ferait trop mal. Le lendemain matin, mon téléphone était rempli de messages. Certains de personnes que je connaissais vaguement, d'autres de numéros que je ne reconnaissais pas. Aucun d'entre eux n'était bon. J'ai entendu dire qu'il s'était passé quelque chose. J'espère qu'Angélique va bien. Je n'arrive pas à croire que ce soit toi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Une amie de l'université a envoyé « Dis-moi que ce n'est pas vrai ». Je lui ai répondu immédiatement. Ce n'est pas vrai. Elle n'a jamais répondu. À la fin de la semaine, mon université m'a suspendu en attendant l'enquête. Ils l'ont formulé dans un langage administratif froid concernant la sécurité des étudiants et la responsabilité institutionnelle, mais le message était assez simple. Tu es un problème et nous ne voulons pas être associés à toi tant que quelqu'un d'autre ne nous dit pas que c'est sûr. Le garage m'a renvoyé 2 jours plus tard. Mon patron n'osait même pas me regarder dans les yeux. Tu comprends, a-t-il dit. Ce n'est pas personnel. C'était entièrement personnel. Tout était personnel maintenant. La ville s'est retournée contre moi plus vite que je ne le pensais possible. Les gens qui me connaissaient depuis que j'étais enfant sont soudainement devenus des experts sur le genre de personne que j'avais dû être depuis le début. Les femmes à l'épicerie me regardaient trop attentivement. Les hommes me regardaient comme si j'étais dégoûtante ou pathétique. Les conversations s'arrêtaient quand je rentrais quelque part. Les rumeurs se répandaient si vite qu'elles semblaient devancer les faits. Et à l'intérieur de la maison, la performance ne s'est jamais arrêtée. Angélique était là constamment, plus que constamment, en fait. Elle était incrustée dans la maison, son sac à main sur le comptoir de la cuisine, ses chaussures près de la porte, sa voix basse et blessée dans le salon, ses larmes arrivant précisément quand quelqu'un faisait attention. Si j'entrais dans une pièce de manière inattendue, elle se raidissait, prenait une inspiration, parfois même tressaillait. Kevin se plaçait immédiatement entre nous, toujours. C'est devenu une chorégraphie. Il s'asseyait à côté d'elle pendant chaque crise dramatique. Il me lançait des regards noirs pendant le dîner comme si j'étais un animal qu'on avait laissé entrer par erreur. Mon père ne me parlait que lorsque c'était nécessaire. Ma mère bougeait prudemment autour de moi avec ce terrible mélange de peur et de déception qui me donnait envie de crier. Au dîner un soir, j'ai essayé une fois de plus. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'une partie de moi croyait encore que le sang comptait éventuellement. Je n'ai pas fait ça, ai-je dit. Silence. 4 personnes à table. Personne ne me regardait. Je les ai surpris, elle et Julien. La fourchette de Kevin a heurté son assiette. Ne dis pas son nom. Pourquoi? Parce que cela rend cela plus difficile à ignorer. Il a repoussé sa chaise si brusquement qu'elle a raclé le sol. Tu es malade, a-t-il dit. J'ai regardé mes parents. S'il vous plaît, juste une fois, demandez-vous pourquoi elle m'a accusé le jour même où je l'ai surprise en train de me tromper. Mon père a posé sa serviette avec une précision douloureuse. Ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Rien de tout cela ne suffit. Vous agissez tous comme si, assez, Éléonore. Sa voix s'est brisée comme un fouet. La pièce est devenue silencieuse. Même Angélique a arrêté de faire semblant de pleurer assez longtemps pour paraître satisfaite. J'ai repoussé ma chaise et je suis allé dans ma chambre avant de tout casser. La seule personne qui me croyait était Jérémy. Jérémy et moi étions amis depuis des années. Il n'était pas dramatique et n'était pas le genre de personne qui cherchait des histoires ou qui s'insérait dans le chaos à moins d'y tenir vraiment. Quand il est arrivé à la maison quelques jours après l'arrestation, Kevin est littéralement sorti de la pièce. Jérémy a frappé une fois à ma porte de chambre et est entré, portant des plats à emporter bon marché et le genre d'expression que les gens portent aux funérailles. Tu as l'air terrible, a-t-il dit. J'ai failli sourire. Merci. Il a posé la nourriture et s'est assis sur le bord de la chaise de mon bureau. Je sais que tu ne l'as pas fait.
Cette phrase m'a presque brisé. Parce que cela faisait des jours que personne ne me disait quelque chose qui ne sonnait pas comme un jugement ou une peur. Comment? J'ai demandé, détestant à quel point ma voix semblait petite. Il a haussé les épaules. Parce que je te connais et parce qu'Angélique a toujours été bizarre. J'ai laissé échapper un souffle tremblant. Je l'ai surprise avec Julien. J'ai pensé que c'était quelque chose comme ça. Je l'ai regardé vivement. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a hésité. Je n'ai jamais rien vu de définitif, a-t-il dit. Mais il y a eu des moments, bizarres, des regards entre eux. Trop de familiarité. J'ai pensé que j'imaginais peut-être. Je suis restée assise à le fixer, en partie soulagée, en partie furieuse. Tu aurais pu dire quelque chose. Je sais. Il avait l'air sincèrement honteux. Je sais. Nous avons mangé en silence pendant 1 minute. Puis il a dit, ça ne tiendra pas, je l'ai regardé. Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Les gens mentent. Les histoires se fissurent. Si Julien la couvre, il fera une erreur quelque part. Les gars comme ça le font toujours. Je voulais le croire. Dieu, je le voulais, mais l'espoir semblait dangereux à ce moment-là. L'enquête a traîné pendant 6 semaines. 6 semaines de temps suspendu. 6 semaines à me réveiller dans la même maison et à me sentir comme une intrue. 6 semaines à regarder Angélique jouer la fragilité pendant que mes parents louaient son courage. 6 semaines où Kevin agissait comme si la protéger était un acte noble au lieu d'une trahison. Chaque jour le même poison. Chaque jour le même silence. Parfois, j'entendais ma mère dans la pièce d'à côté dire à Angélique qu'elle était si brave, si forte, si résiliente. Et moi, je m'asseyais sur mon lit, fixant le mur, me demandant quel genre de fille devient moins crédible qu'un étranger simplement parce que l'étranger pleure plus joliment. Il y a eu des moments où j'ai remis en question ma propre mémoire. Non pas parce que je doutais de ce que j'avais vu, mais parce que se faire dire que l'on a tort encore et encore par tous ceux que l'on aime fait quelque chose de violent à l'esprit. La nuit, je restais éveillé à rejouer chaque seconde dans l'appartement de Kevin. Le couloir. La clé dans la serrure. Ma voix appelant Angélique contre le mur. Les mains de Julien. La panique. Je rejouais la scène jusqu'à ce que je déteste le son de mes propres pensées. Un après-midi, peut-être 4 semaines après le début, je suis descendu chercher de l'eau et je me suis arrêté en entendant des voix dans le salon. Ma mère, mon père, Kevin, Angélique, elle rend les choses plus difficiles en continuant de le nier, a dit doucement ma mère. Continuer à le nier comme si la vérité était une phase. Kevin a dit, une fois que ce sera fini, elle devra partir. Je suis sérieux. Angélique ne pourra pas guérir avec elle dans les parages. Mon père n'a pas argumenté. C'est la partie dont je me souviens le plus. Pas l'accusation, ni même l'arrestation. Ce silence calme et pragmatique de l'homme qui était censé me protéger. Comme si m'enlever de la famille était déjà devenu la prochaine étape évidente, je me suis retiré avant qu'il ne me voie, je suis remonté, j'ai fermé la porte de ma chambre et, pour la première fois depuis que tout avait commencé, j'ai pleuré. Pas fort, pas dramatiquement, juste ce pleur horrible et tremblant qui vient de la réalisation que vous n'attendez plus que les gens vous choisissent. Ils avaient déjà choisi. Puis, après plus d'1 mois d'enfer, j'ai reçu un appel du détective. Il voulait me revoir au poste. Son ton était différent cette fois. Pas chaleureux, mais différent. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai senti quelque chose de dangereux s'agiter dans ma poitrine. Pas du soulagement. Pas encore. Quelque chose de plus petit, de plus aigu. La possibilité que peut-être le mensonge commençait enfin à se fissurer. Quand le détective m'a demandé de revenir au poste, je m'attendais à un autre interrogatoire. Une autre longue session à expliquer la même histoire à quelqu'un qui avait déjà décidé que je mentais. Au lieu de cela, quand je me suis assise en face de lui à nouveau, quelque chose dans son expression avait changé. Pas amical, mais plus certain. Il a ouvert le même dossier qu'auparavant, sauf que cette fois, il n'a pas commencé par des accusations. Il a commencé par Julien. Votre ami de frère, a-t-il dit. Julien Moreau. Oui. Il s'est légèrement penché en arrière sur sa chaise. Son histoire a changé 3 fois. Pendant une seconde,
je n'ai pas répondu parce que je n'étais pas sûr de l'avoir bien entendu. Qu'est-ce que vous voulez dire? La première déclaration qu'il a donnée disait qu'il était entré alors que j'attaquais déjà Angélique. Il a fait glisser un papier sur la table. La deuxième déclaration disait qu'il avait entendu des cris du couloir avant d'entrer. Un autre papier. La troisième déclaration dit qu'il est arrivé juste au moment où l'incident se terminait. J'ai fixé les pages. 3 versions, 3 chronologies, aucune ne correspondant. Le détective a observé mon visage attentivement. Les gens qui disent la vérité s'en tiennent généralement à la même histoire. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Et Angélique? Ai-je demandé. Sa bouche s'est serrée. Nous avons demandé ses relevés téléphoniques. Mon estomac s'est affaissé. Il s'éclaircit la gorge et je ne peux pas discuter des détails, a-t-il dit. Mais nous avons trouvé des conversations avec Julien. Il n'a pas répondu directement, mais il n'a pas non plus nié. Pour la première fois en 6 semaines, j'ai vu de l'incertitude dans ses yeux. Avez-vous des preuves? A-t-il demandé qu'Angélique et Julien avaient une liaison avant cela? Non, ai-je dit doucement. Parce que je n'en avais pas. Tout ce que j'avais, c'était le souvenir de ce que j'avais vu. Et apparemment, cela n'avait pas suffi à empêcher toute ma vie de s'effondrer. Il n'y avait pas de caméra dans l'immeuble, a-t-il ajouté. Nous avons vérifié. Bien sûr qu'il n'y en avait pas. Pourquoi y aurait-il quelque chose d'aussi simple? L'entretien n'a duré que 30 minutes. 30 minutes? Cela semblait être une éternité. Quand j'ai quitté le poste, je me suis assise dans ma voiture pendant près d'1 heure, fixant le volant. Quelque chose changeait. Je le sentais. Mais j'avais déjà appris à ne pas faire confiance à l'espoir. L'espoir avait des dents. 2 semaines plus tard, le détective m'a rappelé. J'ai décroché, m'attendant à une autre série de questions. Au lieu de cela, il a dit 4 mots qui ont tout changé. Nous abandonnons les poursuites. Pendant un instant, je n'ai pas pu respirer. Quoi? Il n'y a aucune preuve soutenant la plainte d'Angélique, a-t-il dit calmement. Et de multiples incohérences qui contredisent son récit. J'ai fermé les yeux. 6 semaines. 6 semaines d'humiliation, de peur et d'isolement. 6 semaines à être traité comme une criminelle. 6 semaines qui avaient détruit mon éducation, mon emploi, ma réputation, et maintenant c'était fini. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Vous êtes libre de partir, a-t-il conclu. Libre. Le mot sonnait creux. J'ai conduit jusqu'à la maison, m'attendant à quelque chose. Du soulagement. Des excuses. Un choc. Quelque chose. Au lieu de cela, je suis entré dans la cuisine et j'ai trouvé mes parents assis à table. Kevin et Angélique étaient là aussi. Je leur ai dit. Les poursuites avaient été abandonnées. Personne n'a semblé surpris. Mon père s'est penché en arrière sur sa chaise. Eh bien, a-t-il dit lentement. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas le prouver que rien ne s'est passé. Les mots m'ont frappé plus fort que l'arrestation. Je l'ai regardé. Vous êtes sérieux là? Ma mère s'est frotté les tempes comme si elle avait mal à la tête. Le système judiciaire n'est pas parfait. La voix de Kevin est venue ensuite. Froide. Bien sûr qu'ils ont abandonné. Cela ne veut pas dire que tu es innocente. Je l'ai regardé avec incrédulité. Tu penses que la police a juste décidé d'arrêter d'enquêter pour s'amuser? Il ne voulait probablement pas s'en occuper, a-t-il dit. Les acrobaties mentales étaient époustouflantes. Au lieu d'admettre qu'ils avaient eu tort, ils ont simplement changé l'histoire à nouveau. Le mensonge était devenu plus important que la vérité parce que la vérité signifiait admettre qu'ils avaient détruit leur propre fille. Et c'était apparemment trop douloureux à affronter. Mais le pire n'était pas ce qu'ils disaient. C'était ce qu'ils faisaient. Rien n'a changé. Angélique était toujours là, assise à notre table, toujours enveloppée dans la bulle protectrice que ma famille avait construite autour d'elle. Ma mère lui faisait toujours son thé. Mon père la traitait toujours comme une future belle-fille. Kevin la regardait toujours comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. J'étais celle qui était devenue le problème. La présence inconfortable que tout le monde devait tolérer. Le dîner ce soir-là fut le plus silencieux que j'ai jamais connu.
Je me suis assise là à regarder ma famille se mouvoir autour du mensonge qu'ils avaient choisi comme s'il s'agissait de meubles. Personne ne s'est excusé. Personne n'a reconnu ce qui s'était passé. C'était comme si l'enquête avait été un inconvénient malheureux. Pas la destruction de ma vie. Une semaine plus tard, j'ai surpris une conversation qui a finalement brisé tout ce qui restait de ma loyauté. J'étais descendu tard dans la nuit pour prendre de l'eau. La lumière de la cuisine était allumée. Mes parents étaient assis à table, parlant doucement. Ils ne savaient pas que j'étais dans le couloir. Je m'inquiète juste pour Angélique, a dit ma mère. Mon père a soupiré. Elle est toujours très fragile. Fragile ? Je me suis appuyé contre le mur, figé. Elle ne devrait pas avoir à voir Éléonore tout le temps, a continué ma mère doucement. Ça rend tout pire pour elle. Mon père n'a pas répondu immédiatement. Puis il a dit la phrase qui a mis fin à ma vie dans cette maison. Peut-être qu'il serait préférable qu'Éléonore déménage. Tout simplement. Pas de colère, pas d'argument, juste une décision pratique. Comme si éloigner leur fille de la famille était la solution évidente pour protéger le mensonge de quelqu'un d'autre. Je suis resté là dans l'obscurité à les écouter discuter de l'endroit où je pourrais aller. Peut-être que je pourrais rester chez un ami. Peut-être que ce serait bien pour moi de prendre un nouveau départ ailleurs. Peut-être que la distance aiderait tout le monde à guérir. Ils en parlaient comme si je n'étais pas une personne, comme si j'étais un problème à relocaliser. Je suis retourné à l'étage sans faire de bruit, j'ai fermé la porte de ma chambre et je me suis assise sur le bord du lit, fixant le sol. J'ai réalisé quelque chose à ce moment-là. J'avais lutté pour des gens qui m'avaient déjà enterré. J'avais essayé de prouver mon innocence à des gens qui me préféraient coupable. Parce que si j'étais innocente, alors ils étaient les méchants. Et personne n'aime découvrir cela sur soi-même. Vers minuit, j'ai commencé à faire mes valises. Pas de manière dramatique, pas avec colère, juste tranquillement. Des vêtements, des livres, mon ordinateur portable, la petite boîte d'objets d'enfance que j'avais gardée au fond de mon placard. Tout ce que je possédais tenait dans 2 sacs de sport et le coffre de ma voiture. 24 ans de vie réduit à quelques tas de tissus et de papier. Avant de partir, j'ai écrit une note, pas émotive, pas longue, juste quelques phrases. Je quitte la ville. Ne me cherchez pas. J'espère que vous êtes tous heureux du choix que vous avez fait. J'ai laissé la note sur le comptoir de la cuisine. La maison était silencieuse alors que je portais mes sacs dehors. Personne ne s'est réveillé. Personne ne m'a arrêté. Personne ne le savait même. Je suis resté assise dans ma voiture un long moment avant de démarrer le moteur. C'était ma maison toute ma vie. Chaque anniversaire, chaque Noël, chaque souvenir d'enfance, et maintenant c'était un endroit où je n'avais jamais vraiment appartenu. Finalement, j'ai tourné la clé. Le moteur a démarré avec un grondement silencieux. Je ne savais pas où j'allais. Je savais juste que je ne pouvais pas rester. J'ai conduit directement à l'appartement de Jérémy. Il était presque 2 heures du matin quand il a ouvert la porte. Il a jeté un coup d'œil au sac dans ma voiture à l'intérieur. Tu pars ? Oui. Pour combien de temps ? J'ai haussé les épaules. Pour toujours, probablement. Il n'a pas argumenté immédiatement. Au lieu de cela, il s'est écarté pour me laisser entrer. Nous nous sommes assis sur son canapé pendant que je lui racontais tout. La conversation dans la cuisine. La réalisation que ma famille avait complètement choisi Angélique. La façon dont rester là-bas ressemblait à une suffocation lente. Quand j'ai eu fini, Jérémy s'est frotté le visage. Tu devrais rester et te battre, a-t-il dit. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu doucement. Pendant 6 semaines, et maintenant j'ai fini. Il m'a regardé longuement. Finalement, il a hoché lentement la tête. Où vas-tu ? Je ne savais pas encore. Vers le nord, c'était la seule réponse que j'avais. Le nord signifiait la distance. Le nord signifiait l'évasion. Le nord signifiait que je pouvais disparaître quelque part où l'histoire de ma famille n'avait pas déjà tout empoisonné. Je suis parti avant le lever du soleil. L'autoroute s'étirait devant moi en longue ligne grise sous le ciel matinal. J'ai traversé la frontière cet après-midi-là. L'agent m'a demandé pourquoi je voyageais. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un nouveau départ.
il a tamponné mon passeport sans poser d'autres questions. La première grande ville que j'ai atteinte était Montréal. Des panneaux français, une monnaie différente, un rythme différent pour tout. C'était assez loin pour que la version de moi que ma famille croyait ne puisse pas suivre. J'ai loué l'appartement le moins cher que j'ai pu trouver, un minuscule studio dans un quartier difficile. Les murs étaient minces, le lavabo de la salle de bain fuyait, le chauffage faisait des bruits étranges la nuit, mais c'était le mien, et personne là-bas ne me regardait comme si j'étais un monstre. Les premiers mois ont été brutaux. J'ai fait des travaux de construction payés en espèces. Mon français était terrible, alors je travaillais surtout avec d'autres anglophones qui ne posaient pas de questions. Des hommes qui vous jugeaient sur deux choses. Êtes-vous arrivé à l'heure? Pouvez-vous faire le travail? Tout le reste était sans importance. Le travail physique aidait. Balancer un marteau 8 heures par jour laisse très peu d'énergie pour rejouer les vieux cauchemars. Pourtant, l'isolement était écrasant. Pour la première fois de ma vie, je n'avais ni famille, ni amis d'enfance, ni histoire, juste un minuscule appartement et une ville qui ne connaissait pas mon nom. Certaines nuits, je m'asseyais par terre en mangeant des nouilles instantanées et je me demandais si j'avais fait la plus grosse erreur de ma vie. Mais chaque matin, je me levais et je continuais parce que revenir en arrière n'était pas une option. 6 mois plus tard, j'ai fait quelque chose qui a finalement coupé la dernière connexion avec la personne que ma famille avait détruite. J'ai légalement changé mon nom. Cela a coûté presque tout l'argent que j'avais économisé, mais cela semblait nécessaire. Chaque fois que je voyais mon ancien nom, je voyais la fille que mes parents avaient abandonnée. La sœur que Kevin avait qualifiée de monstre. La femme qu'Angélique avait accusée. Le nouveau nom ressemblait à laver la boue de ma peau, comme sortir au soleil après avoir vécu sous terre. Jérémy était la seule personne qui est restée connectée à mon ancienne vie. Il appelait toutes les 2 semaines. Parfois, il venait me voir. Il était le seul fil qui m'empêchait de flotter complètement à la dérive. Et parfois, il me racontait ce qui se passait chez moi. Apparemment, Kevin et Angélique s'étaient fiancés. Quand Jérémy m'a dit pour la première fois que Kevin avait demandé Angélique en mariage, je m'attendais à ce que la nouvelle me détruise. Au lieu de cela, cela semblait juste lointain, comme entendre parler de la vie de quelqu'un d'autre. Ils l'ont fait dans le parc où ils avaient eu leur premier rendez-vous, a dit Jérémy au téléphone. Grande mise en scène, fleurs, bougies, tout le tralala. Je me suis assise sur le rebord de la fenêtre étroite de mon appartement à Montréal, fixant la rue où les gens passaient en parlant français trop vite pour que je suive. Et mes parents, ai-je demandé. Ils sont ravis. Bien sûr qu'ils l'étaient. Leur future belle-fille parfaite avait survécu à la terrible épreuve causée par leur terrible fille. L'histoire s'était refermée proprement pour eux. Il s'éclaircit la gorge un méchant retiré, une fin heureuse préservée. Ils parlent déjà de mariage et de petits-enfants, a ajouté Jérémy prudemment. J'ai attendu la douleur. Elle n'est pas venue. Pas de la manière dont elle venait avant. Tant mieux pour eux, ai-je dit doucement. Jérémy n'a pas argumenté. Il a juste soupiré à l'autre bout de la ligne. Montréal est lentement devenu plus qu'une évasion. Elle est devenue une vie. L'équipe de construction avec laquelle je travaillais était rustre, mais juste. Personne n'a posé de questions sur mon passé parce que tout le monde là-bas en avait un qu'il préférait ne pas discuter. Tu te présentais, faisais le travail, et faisais ta part. C'était suffisant. Le travail était épuisant, mais honnête. Monter des murs, poser des cloisons sèches, transporter du bois dans des escaliers qui semblaient ne jamais finir. Cela forçait mon esprit dans le moment présent. On ne peut pas manier un marteau tout en revivant une trahison dans sa tête. Petit à petit, j'ai commencé à reconstruire quelque chose en moi. Après environ 1 an, j'ai pris la décision qui m'a fait plus peur que de quitter la maison. Je me suis inscrite à un programme universitaire pour terminer mon diplôme d'ingénieur. Retourner dans une salle de classe après des mois de travail physique semblait étrange. Mes mains étaient encore calleuses du travail de construction, et je me surprenais à m'asseoir trop droite sur ma chaise, comme si j'attendais que quelqu'un crie des instructions. Mais quelque chose dans le fait d'étudier à nouveau m'a rappelé qui j'étais avant que tout ne s'effondre. Avant Angélique, avant les accusations, avant que ma famille ne choisisse un mensonge, je me suis fait quelques amis occasionnels, des gens avec qui prendre un café entre les cours ou regarder des matchs de hockey dans des bars bon marché. Rien de profond. Je n'étais pas prête pour le profond.
La confiance était devenue quelque chose de fragile. L'idée de laisser quelqu'un s'approcher assez pour me blesser à nouveau semblait imprudente. Pourtant, la vie continuait d'avancer. Mon travail s'est aussi amélioré. L'une des entreprises de construction avec lesquelles je travaillais m'a offert un poste stable une fois qu'ils ont vu que je savais réellement ce que je faisais. Le salaire était meilleur, le travail plus stable, et lentement mon minuscule appartement a commencé à se remplir de petits signes que je ne faisais plus seulement survivre. Un meilleur canapé, une bibliothèque d'occasion, une machine à café qui n'avait pas le goût de plastique brûlé. Vers ma 2e année à Montréal, j'ai commencé à sortir à nouveau. Avec prudence, avec précaution. Les premières tentatives n'ont pas duré longtemps. J'étais trop sur mes gardes, trop rapide à m'éloigner si quelque chose semblait même légèrement faux. Certaines femmes me trouvaient distante. D'autres pensaient que je n'étais pas sérieuse. Elles avaient peut-être raison. Mais puis, au cours de ma 3e année en ville, quelque chose a changé. C'est arrivé dans un café près du campus. L'endroit était petit et toujours bondé d'étudiants penchés sur leurs ordinateurs portables. Je m'étais arrêté là après le cours pour revoir mes notes quand quelqu'un a demandé si la chaise vide en face de moi était prise. J'ai levé les yeux. Il avait les cheveux noirs, des yeux fatigués, et ce genre de confiance détendue qui vient de quelqu'un qui n'essaie pas d'impressionner qui que ce soit. Non, ai-je dit. Allez-y, il s'est assis avec un café et une pile de manuels. Nous avons travaillé en silence pendant près d'1 heure avant qu'il ne lève les yeux et dise « ingénierie ». J'ai hoché la tête. Moi aussi, a-t-il dit. Génie civil. Il s'appelait Luc Benoît. Il avait déménagé à Montréal de Vancouver pour terminer son programme de 3e cycle. Son horaire était tout aussi chaotique que le mien. Cours, travail à temps partiel, nuit tardive enfouie dans des projets. Notre première conversation a duré peut-être 10 minutes. Mais la fois suivante où je suis venu dans ce café, il était là à nouveau. Puis encore la semaine suivante. À un moment donné, nous avons arrêté de prétendre que c'était une coïncidence. Luc était facile à parler. Pas dans le sens d'un coup de foudre dramatique, mais d'une manière calme, constante. Il n'a pas interrogé mon passé. Quand j'ai mentionné que j'avais déménagé au Canada quelques années plus tôt, il a simplement hoché la tête et a dit que déménager de ville était toujours compliqué. Quand j'hésitais à répondre à certaines questions, il ne poussait pas. La patience comptait plus qu'il ne le réalisait probablement. Parce que la patience signifiait la sécurité. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble. Le café s'est transformé en dîner. Les dîners se sont transformés en longues promenades dans la ville après minuit. Quand les rues de Montréal étaient plus calmes et que le monde semblait plus petit, Luc avait aussi sa propre histoire. Quelques années plus tôt, il avait fréquenté une femme pendant longtemps, quelqu'un qu'il pensait épouser un jour. Cette relation s'était mal terminée, et bien qu'il n'entre pas dans les détails, cela l'avait rendu prudent. Son ex-petite amie était partie bien avant que nous nous rencontrions. Quoi qu'il se soit passé entre eux appartenait fermement au passé. Cette prudence partagée a créé quelque chose d'étrange entre nous. Aucun de nous ne s'est précipité. Aucun de nous n'a exigé d'explication. Nous avons juste construit quelque chose lentement. 1 an s'est écoulé avant que je lui raconte la vérité sur mon passé. À ce moment-là, il me connaissait assez bien pour que je n'ai pas peur de ce qu'il pourrait voir. Nous étions assis dans mon appartement, le même petit endroit que j'avais loué à mon arrivée à Montréal. La neige tombait dehors par des flocons épais et silencieux. Je lui ai tout raconté. Mon frère, Angélique, l'accusation, l'arrestation, l'enquête, la façon dont ma famille avait choisi elle plutôt que moi. Quand j'ai eu fini, la pièce était complètement silencieuse. Luc n'a pas interrompu une seule fois. Finalement, il a dit la seule chose qui comptait. C'est de la folie. J'ai cligné des yeux. Quoi? Que ta famille ait cru ces paroles plutôt que les tiennes? Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix. Aucun doute. Aucune incertitude polie. Juste une incrédulité claire que quelqu'un puisse avoir traité quelqu'un qu'il aime de cette façon. Pendant un moment, je n'ai pas pu parler parce que l'entendre dire cela à voix haute confirmait quelque chose que j'avais eu peur de croire pendant des années. Je n'étais pas folle. Ce qu'ils avaient fait l'était. Luc a tendu la main par-dessus le canapé et a pris ma main. Tu ne méritais rien de tout cela, a-t-il dit doucement.
quelque chose en moi s'est desserré pour la première fois depuis le jour où ma vie s'est effondrée. Notre relation a changé après cette nuit. Pas soudainement, mais régulièrement. La confiance a grandi là où la peur régnait. Finalement, Luc m'a emmené à Vancouver pour rencontrer ses parents. J'étais nerveuse d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Rencontrer la famille de quelqu'un semblait dangereux après tout ce qui s'était passé. Mais ses parents étaient normaux, chaleureux, curieux. Son père a passé un après-midi à m'apprendre à pêcher sur le fleuve Fraser, expliquant les techniques avec la patience de quelqu'un qui l'avait fait 1000 fois auparavant. Sa mère préparait d'énormes repas et insistait pour que je ramène des restes. Ils n'ont pas remis mon passé en question. Ils n'ont pas exigé d'explications. Ils ont simplement accepté que leur fils se souciait de moi et c'était suffisant. Les regarder interagir était presque surréaliste. Ils étaient mariés depuis plus de 30 ans et riaient encore ensemble comme s'ils appréciaient sincèrement la compagnie de l'autre. Je me souviens avoir pensé, voilà à quoi ressemble une famille. 2 ans après notre rencontre, Luc et moi avons découvert que nous attendions des jumeaux, un garçon et une fille. La nouvelle m'a terrifié, mais elle m'a aussi rempli d'une détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ces enfants ne grandiraient jamais en se demandant si leur famille croyait en eux. Ils ne douteraient jamais que les gens qui les aiment seraient à leur côté quand les choses deviendraient difficiles. Quand les jumeaux sont nés, tout a changé à nouveau. Les tenir dans mes bras pour la première fois a donné l'impression que le monde faisait soudainement la mise au point. Luc a pleuré. J'ai ri et pleuré en même temps. Et à ce moment-là, j'ai su quelque chose avec une certitude absolue. Je ne laisserai jamais personne blesser ses enfants comme j'avais été blessé. Les années qui ont suivi ont été les plus heureuses de ma vie. Les parents de Luc ont pris leur retraite tôt et ont déménagé à Montréal pour être plus proches de leurs petits-enfants. Son père nous a aidés à acheter une maison dans un quartier calme avec de bonnes écoles. Sa mère a pratiquement emménagé pour le premier mois après la naissance des jumeaux, nous apprenant à survivre au chaos d'élever 2 nouveau-nés à la fois. La maison s'est remplie de bruit. Crayons sur la table de la cuisine. Dessins d'école collés au réfrigérateur. Samedi matin avec des crêpes et des dessins animés. Luc a terminé son programme de 3e cycle et a commencé à travailler comme ingénieur. Ma propre carrière a également continué de croître. Finalement, je suis passé à la gestion de projets pour l'entreprise de construction avec laquelle j'avais commencé. La vie s'est stabilisée. De bons emplois, une maison confortable, des enfants en bonne santé, une famille qui nous a choisis. Les jumeaux ont grandi en croyant que les parents de Luc étaient simplement leurs grands-parents, et c'était exactement ce qu'ils étaient. Jérémy venait nous voir 2 fois par an et est rapidement devenu l'oncle Jérémy pour les enfants. Il les gâtait sans relâche, leur achetait des jouets bruyants, puis riait quand Luc et moi devions gérer les conséquences. Parfois, il me donnait encore des nouvelles de ce qui se passait chez moi. Apparemment, Kevin et Angélique s'étaient finalement mariés. Mes parents avaient payé pour le mariage. Ils avaient acheté une maison à quelques rues de l'endroit où nous avions grandi. De l'extérieur, leur vie semblait parfaite. Une belle femme, une carrière stable, une famille qui les soutenait, la fin de conte de fées que tout le monde avait protégé. Et moi, j'étais parti. Ne pas être mentionné, ne pas être discuté, juste effacé. Au début, cette réalisation faisait mal. Mais au fil des années, la douleur s'est estompée en quelque chose de plus calme parce que j'avais construit une vie qui ne dépendait pas de leur approbation. Quand 8 ans se sont écoulés depuis que j'avais quitté la maison, ma famille à Montréal était tout ce qui comptait. Luc, nos jumeaux, les grands-parents qui les adoraient, les amis, il s'éclaircit la gorge qui faisait partie de nos routines, la vie paisible et ordinaire que nous avions créée ensemble. Puis un samedi matin, le passé a frappé à ma porte d'entrée. C'était un samedi matin tout à fait ordinaire. Le genre de matin calme et confortable qui semblait impossible dans ma vie auparavant. Luc avait emmené notre fille à l'épicerie, et mon fils était assis à la table de la cuisine avec une feuille de calcul de maths qui semblait déterminée à ruiner nos 2 week-ends. « Maman », a-t-il dit pour la 5e fois, plissant les yeux sur la page. « Pourquoi les maths ont-elles autant de chiffres ?» J'ai ri et je me suis penché sur son épaule. Parce que sans chiffres, les ingénieurs n'auraient rien à redire. Il n'a pas trouvé ça drôle, mais il a souri quand même. La lumière du soleil se déversait par la fenêtre de la cuisine, et la maison sentait légèrement le café et le sirop d'érable. La porte du réfrigérateur était couverte de dessins d'école, d'aimants de travers, et de photos d'anniversaire et de vacances.
La vie normale, celle que j'avais passé des années à construire pièce par pièce. Puis la sonnette a retenti. J'ai supposé que c'était un voisin. Peut-être une livraison. Avant que je puisse l'arrêter, mon fils a sauté de sa chaise et a couru vers la porte. Je vais ouvrir. Attends. Trop tard. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Une voix étouffée dehors. Puis mon fils est revenu en courant dans la cuisine, l'air confus. Maman. Oui. Il y a un vieil homme à la porte. J'ai essuyé mes mains sur un torchon. Et il dit qu'il est ton père. Le monde s'est arrêté. Pas métaphoriquement, physiquement. Pendant un instant, je n'ai pas pu respirer. Mon père, l'homme qui s'était tenu dans notre cuisine 8 ans plus tôt, et avait décidé qu'il était plus facile de croire une étrangère qu'à sa propre fille. Lentement, je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Chaque pas semblait irréel, comme si je marchais dans le souvenir de quelqu'un d'autre. Quand j'ai ouvert la porte, il était là, plus vieux, plus mince. Ses cheveux étaient devenus complètement gris, mais on ne pouvait pas se tromper. Il ressemblait exactement à l'homme dont je me souvenais, seulement usé d'une certaine manière, comme si les années avaient pesé plus lourdement sur lui que sur moi. « Bonjour, Éléonore » a-t-il dit doucement. Entendre mon ancien nom semblait étrange, comme si quelqu'un avait appelé une personne qui n'existait plus. Pendant une seconde, aucun de nous n'a bougé. Puis toute l'ancienne colère est revenue d'un coup. J'ai claqué la porte si fort que le cadre a tremblé. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. De l'autre côté de la porte, j'ai entendu frapper. 1 fois, 2 fois. « Éléonore, s'il te plaît » a-t-il dit. « Laisse-moi juste te parler. » Je n'ai rien dit. Un autre coup. « Je sais que tu es en colère. Tu as tout à fait le droit d'être en colère, mais donne-moi juste quelques minutes. » Sa voix semblait différente, pas forte, pas confiante, brisée. Je suis resté là, fixant la porte comme si elle allait exploser. Puis la porte d'entrée s'est ouverte à nouveau. Luc et notre fille sont entrés en portant des sacs d'épicerie. Elle a immédiatement couru vers la cuisine. Luc s'est arrêté quand il a vu mon visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai fait un signe de tête vers la porte. Mon père est dehors. Luc a cligné des yeux. Celui qui ? Oui. Il a jeté un coup d'œil à la porte, puis à moi. Tu veux que je lui dise de partir ? Une partie de moi le voulait. Une partie de moi ne voulait rien de plus que de faire semblant que ce moment n'arrivait pas. Mais une autre partie de moi, celle qui avait passé 8 ans à se demander comment ils avaient pu faire ce qu'ils ont fait, avait besoin de réponses. Je vais lui parler, ai-je dit. Luc a hoché lentement la tête. Je vais garder les enfants à l'étage. Il m'a serré l'épaule avant de se diriger vers le couloir. J'ai attendu d'avoir entendu les portes de chambre se fermer. Puis j'ai ouvert la porte d'entrée. Mon père était toujours là. L'air d'hiver s'enroulait autour de son manteau. Pendant un moment, nous nous sommes juste regardés. « Tu as bien réussi » a-t-il dit doucement, jetant un coup d'œil derrière moi à la maison. Des photos de famille alignées sur le mur du couloir. Des fêtes d'anniversaire, des événements scolaires, des vacances, des années de souvenirs dont il n'avait jamais fait partie. « Sans ta contribution » ai-je répondu. Il a baissé les yeux. Puis j'entrais. J'ai hésité, puis je me suis écarté. Il est entré lentement dans le salon et s'est assis sur le canapé comme si ses jambes allaient lâcher s'il ne le faisait pas. Pour la première fois, j'ai remarqué à quel point il semblait vieux. Pas seulement physiquement, émotionnellement. « Qu'est-ce que tu veux » ai-je demandé. Il a pris une profonde inspiration. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. » J'ai croisé les bras. « Fais vite » a-t-il hoché la tête. À propos d'Angélique, il y a environ 6 mois, Kevin a commencé à remarquer des choses étranges chez Angélique. Mon estomac s'est serré. Elle était secrète avec son téléphone, quittant la maison à des heures étranges, restant tard au travail alors qu'il n'y avait pas de projet réel. Je n'ai rien dit. Kevin l'a suivie un soir, a continué mon père. Elle lui a dit qu'elle allait à un club de lecture. Au lieu de cela, Kevin a trouvé sa voiture garée devant un restaurant en centre-ville. Il a attendu dans le parking pendant 3 heures.
Quand Angélique est finalement sortie du restaurant, elle n'était pas seule. Elle était avec Julien. Le même Julien, le même homme avec qui je l'avais surprise 8 ans plus tôt. Kevin n'est pas allé les confronter immédiatement. Au lieu de cela, il a commencé à surveiller, la suivant occasionnellement, vérifiant les relevés bancaires, regardant les relevés téléphoniques, rassemblant des preuves, des photos, des vidéos, des reçus d'hôtel. Ce qu'il a découvert a détruit tout ce en quoi il croyait concernant son mariage. La liaison n'avait jamais pris fin. Pas une seule fois, pas même après les accusations, pas même après le mariage. Ils se voyaient tout le temps. Pendant des années, se rencontrant dans des hôtels, au bureau de Julien après les heures de travail. Parfois, même pendant les voyages d'affaires, Kevin croyait qu'Angélique prenait un prêt. Ils ne se sont jamais arrêtés, a dit doucement mon père. Mes mains se sont transformées en poings. Toutes ces années, a-t-il continué, elle a vécu une double vie. Mais ce n'était pas le pire. Kevin a finalement trouvé des messages textes entre Angélique et Julien. Des messages s'étalant sur des années. Des messages où ils plaisantaient sur la facilité avec laquelle ils avaient réussi à tromper tout le monde, sur à quel point Kevin était idiot, sur la façon dont Angélique avait parfaitement joué la victime. Et puis il y avait le message qui m'a glacé le sang. À un moment donné pendant le mariage, Angélique était tombée enceinte. Pas de Kevin, mais de Julien. Elle avait secrètement mis fin à la grossesse parce qu'elle avait peur que la vérité ne sorte. J'ai fixé mon père, incrédule. Ils en ont ri dans les messages, a dit mon père. Ils ont plaisanté sur le fait d'avoir failli se faire prendre. La pièce est soudainement devenue très petite. Quand Kevin l'a finalement confrontée avec tout, a continué mon père, elle a avoué. Tout, la liaison, les mensonges, l'accusation. Elle a admis que quand je les ai surpris ce jour-là, elle a paniqué. Elle savait que si Kevin découvrait la vérité, tout s'effondrerait. Alors, elle a fait la seule chose à laquelle elle pouvait penser. Elle m'a accusé. Elle a laissé toute ma vie être détruite pour protéger son secret. Et Kevin, ai-je demandé doucement. Mon père s'est frotté le visage. Il est dévasté. Apparemment, quand Kevin a découvert la vérité, cela l'a brisé. 8 ans de mariage construit sur des mensonges. 8 ans à défendre une femme qui l'avait trahi. 8 ans à croire la pire chose possible à propos de sa propre sœur. Il est venu me demander conseil pour le divorce, a dit mon père. C'est là que nous avons tout découvert. J'ai fixé le sol. 8 ans. 8 ans trop tard. Kevin veut s'excuser, a dit mon père doucement. Il essaie de te trouver depuis des mois. J'ai ri. Cela est sorti aigu et amer. Maintenant, il veut s'excuser. Il ne savait pas comment te trouver. Tu as complètement disparu. Bien sûr que je l'ai fait. J'avais été effacé bien avant de partir. Et toi? Ai-je demandé. Mon père a levé les yeux. Et moi? Quelle est ton excuse? Son visage s'est légèrement contracté. Tu l'as cru. Tu as cru une étrangère plutôt que ta propre fille. Sa voix s'est brisée. Je n'ai pas d'excuse. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis il a dit doucement, nous avons eu tort. Pendant un long moment après que mon père eut prononcé ces mots, la pièce fut complètement silencieuse. Nous avions tort. 8 ans de ma vie réduits à 4 mots. Je me suis appuyé contre le mur et je l'ai étudié. Il semblait plus vieux que 73 ans à ce moment-là. L'homme qui remplissait autrefois chaque pièce d'autorité semblait maintenant petit, assis sur mon canapé, les mains jointes comme s'il avait peur qu'elles tremblent. Nous avions tort, a-t-il répété doucement, complètement et absolument tort. L'excuse flottait dans l'air entre nous. Elle aurait dû signifier quelque chose. 8 ans plus tôt, ces mots auraient tout signifié. Mais le temps change le poids des choses. Maintenant, il semblait étrangement léger. Qu'est-ce qui a changé, ai-je finalement demandé. Il a cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as passé 8 ans à croire que j'étais capable d'agression, ai-je dit. 8 ans à croire que ta fille était une sorte de monstre. Ma voix est restée calme. Trop calme. Et maintenant, soudainement, tu es ici en admettant que tu avais tort. Pourquoi? Il a regardé ses mains. Parce que nous avons finalement vu la vérité. J'ai failli rire.
Félicitations, ai-je dit doucement. Il vous a fallu seulement 8 ans. Ses épaules se sont affaissées. Tu ne comprends pas ce que ça a été pour nous. Je l'ai fixé. Non, ai-je dit. Vous ne comprenez pas ce que ça a été pour moi. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il allait argumenter. Au lieu de cela, ses yeux se sont remplis de larmes. Ta mère n'est plus la même depuis que tu es parti, a-t-il dit doucement. Cela m'a pris au dépourvu. Quoi? Elle pleure à chaque Noël, a-t-il dit. À chaque anniversaire. Elle garde ta vieille chambre exactement comme elle était. Elle dit, peut-être qu'un jour tu reviendras à la maison. Les mots auraient dû m'adoucir, mais tout ce que j'ai ressenti, c'est de la colère. Sa fille était là, ai-je dit. Vous avez juste choisi de ne pas la croire. Il a tressailli. Nous pensions, tu pensais qu'il était plus facile de croire une menteuse que d'admettre que vous aviez été dupé. J'ai marché jusqu'au comptoir de la cuisine et je m'y suis appuyé. Vous n'avez pas seulement douté de moi, ai-je continué. Vous avez détruit ma vie. Mon père n'a rien dit. Vous m'avez laissé arrêter, ai-je dit. Vous m'avez regardé perdre mon travail, mon éducation, ma réputation, et même après l'abandon des poursuites, vous l'avez toujours choisi. Ses yeux se sont brièvement fermés. Nous avions peur. De quoi? De la possibilité que nous ayons eu tort sur tout. J'ai secoué lentement la tête. Vous n'avez pas choisi la vérité, ai-je dit. Vous avez choisi le confort. Les mots ont plané entre nous. Finalement, il a parlé à nouveau. Kevin est dévasté. Je n'ai pas répondu. Il sait ce qu'il a fait. Mon père a continué. Il sait qu'il a détruit sa relation avec sa sœur pour une femme qui mentait depuis le début. Il a eu 8 ans pour le comprendre. Il a été manipulé. Toi aussi. Cela a mis fin à la discussion avant même qu'elle ne commence. Mon père a regardé à nouveau autour de la maison. Des photos de famille alignées sur les murs. Nos jumeaux aux fêtes d'anniversaire, Luc et moi lors d'une randonnée, des pièces de théâtre scolaire, des dîners de fête, 8 ans de souvenirs dont il n'avait jamais fait partie. Tu as construit une belle vie, a-t-il dit doucement. Oui, ai-je répondu. Sans vous, a-t-il hoché lentement la tête. Ta mère aimerait rencontrer les enfants. J'ai senti quelque chose se durcir dans ma poitrine. Ils ont déjà des grands-parents. Ce ne sont pas les mêmes. Ils le sont pour mes enfants. Il a dégluti. Ils méritent de connaître leur vraie famille. C'est le cas. J'ai fait un geste vers le couloir où Luc et les jumeaux étaient à l'étage. C'est leur vraie famille. Mon père a fixé le sol pendant plusieurs secondes. Puis il a fouillé dans la poche de son manteau et a sorti un petit papier plié. Kevin m'a demandé de te donner ça, a-t-il dit. Je n'ai pas bougé. C'est son numéro de téléphone. Le silence s'est étiré entre nous. Il veut s'excuser, a dit mon père. Il a dit qu'il dirait tout ce que tu as besoin d'entendre. Lentement. Lentement, je me suis approché et j'ai pris le papier. J'ai regardé le numéro pendant exactement 2 secondes. Puis je suis allé à la poubelle de la cuisine et je l'ai laissé tomber dedans. Mon père a tout regardé. Je me suis assuré de ça. Tu es sérieuse? A-t-il dit doucement. Oui, c'est ton frère. Il a cessé d'être mon frère il y a 8 ans. Ses épaules se sont affaissées à nouveau. Je sais que nous ne pouvons pas annuler ce que nous avons fait, a-t-il dit. Mais peut-être que nous pouvons trouver un moyen d'aller de l'avant. J'ai secoué la tête. Il n'y a pas de moyen d'aller de l'avant. Les gens font des erreurs. Tu n'as pas fait d'erreur. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as fait un choix. La pièce est redevenue silencieuse. Tu l'as choisi. Tu as choisi de croire que j'étais capable de quelque chose de monstrueux. Tu as choisi de m'effacer de la famille. Et tu as vécu heureusement avec cette décision pendant 8 ans. La voix de mon père s'est brisée. Pas heureusement. Assez confortablement. Des larmes coulaient sur ses joues maintenant. Je suis désolé, a-t-il murmuré. Je sais que tu le hais, et je crois cette partie, mais croire n'était pas la même chose que pardonner. J'ai passé des années en thérapie, ai-je continué doucement.
J'avais des cauchemars où je commençais à me demander si peut-être j'étais le genre de personne que vous croyez que j'étais. Mon père s'est couvert la bouche. J'ai reconstruit ma vie à partir de rien, ai-je dit. Chaque morceau de confiance que j'ai maintenant a été construit avec des gens qui ont choisi de me croire. J'ai fait un geste vers les escaliers à nouveau. Mon mari, mes enfants, ma famille. Ils m'ont choisi. Il a hoché lentement la tête. Je peux le voir. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Puis je me suis dirigé vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte. L'air froid s'est précipité dans la maison. Tu devrais partir. Il s'est levé lentement. Pendant une seconde, il a semblé qu'il allait dire autre chose. Au lieu de cela, il est allé à la porte. Avant de sortir, il s'est retourné une dernière fois. Je suis fier de la femme que tu es devenue, a-t-il dit doucement. Je n'ai pas répondu. Il est sorti. J'ai fermé la porte, et c'est ainsi, 8 ans d'histoire inachevée se sont terminés par un doux clic. Pendant plusieurs minutes, je suis resté là dans le couloir silencieux. Mes mains tremblaient. Ma poitrine était serrée. Puis, l'émotion que j'avais retenue a finalement éclaté. Je me suis assise sur le canapé et j'ai pleuré. Pas parce qu'il me manquait, pas parce que je regrettais ma décision. J'ai pleuré parce que quelque chose en moi se sentait enfin libre. 8 ans de colère, 8 ans à me demander si la vérité finirait par éclater. Elle l'avait fait, et cela n'avait plus d'importance. Quelques minutes plus tard, Luc est descendu. Il s'est assis à côté de moi et a passé un bras autour de mes épaules. C'est fini, a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête. Ils connaissent la vérité maintenant. Et j'ai essuyé mon visage. Cela ne change rien. Il m'a serré la main. C'est ta famille, ai-je dit doucement. Toi et les enfants et tes parents. C'est assez pour moi. Luc a souri doucement. Plus tard dans la nuit, Jérémie a appelé. Apparemment, mon père l'avait contacté plus tôt pour obtenir mon adresse. Je débattais pour savoir si je devais t'avertir, a admis Jérémie. Tu n'avais pas besoin de le faire. Alors, comment ça s'est passé? Je lui ai tout raconté. La confession, les excuses, la vérité sur Angélique. La tentative de renouer contact. Jérémie a ri quand j'ai fini. Il leur a fallu du temps. Ouais. Dommage qu'il t'ait perdu dans le processus. J'ai regardé autour du salon. Des jouets d'enfants par terre. Des photos de famille sur les murs, le confort paisible d'une vie construite sur la vérité. Leur perte, ai-je dit. Bed at around maybe like 3 a.m. in the morning, which is not really very early, but also not too crazy late. So you know, it's something that I am okay with, I suppose. But you know, one thing that I did after I hopped off stream is I looked up a little bit of information, right? Basically what I wanted to know, a very simple, easy question, is I wanted to know, like, basically, if I were to, do this stream right here, that I'm doing right now, if I were to do this stream, I wanted to know roughly how long it would take me to get to the ending, the finale of Red Dead. So I basically searched up on Google. I said, I'm at the epilogue part 2. How long will it take me to complete the game? And basically what I was told by Google is that if I focus on like the main story missions and I go through that, it can take between like 3 to 5 hours is what it said. And, if I skip all of the kind of, side content, the optional stuff that doesn't really matter too much to the main story, then, the amount of time required for me to complete the entire game, it will shorten. It'll be like 3 hours, So that's good news. That's something that I'm quite happy about, and I think that is what we're gonna focus on today. That's gonna be the goal of today's stream. Is we're gonna focus on doing all of the main story quests, right? Like this one right here, Sadie Adler. Any quest that is highlighted in yellow
we are going to be focusing on it, and we're going to be, you know, trying to get through them, trying to experience them as best that we can, right? And so, you know, we go through these quests one by one, we eventually reach the end. And we want to see, like, what the conclusion is to the entire story. As for the side content, that is not really very important for me, personally. I'm perfectly okay with kind of skipping through it and not really, you know, spending the time to grind the entire game, right? So yeah, that's what I'm thinking, is we kind of hard focus on the main story stuff. We go through, experience the narrative, experience the you know, kind of important parts of the game, and then after that, you know, we'll see what ends up happening once we reach the end of it, or once we potentially run out of time, you know. But yeah, let's go ahead and do this, chat. So let's see here. I'm gonna have my horsey follow me over here. Come here, horsey. Come here. Yeah, there you are. Yeah, you. Okay. Come over here. Alright, stay here. Alright. And now, we go in, chat. Let's see what Sadie wants from us. I thought I told you to leave it, Bubba. I thought to myself, who this little girl thinks she telling anything to. Enjoy your drink in peace. I ain't got no business with you right now. What that mean? For the last time, leave me alone. Or what? What's that? Get the hell out of here before she kills us all! You! Get out of here! John Marston. It is good to see you. I thought I heard a rumor you was alive. Jim Milton, that you? Guess I didn't do a real good job of hiding my identity. We didn't hear nothing about you. You kill a feller up by Roanoke? Sure did. I thought that sounded like you and Abigail and Jack. She's fine. She was always so kind to me. I'm looking to buy us a property. Beecher's Hope, west of Blackwater. I'm kind of a farmer now. And you? Oh, you know how it is. Bounties mostly, and some other stuff, good and bad. Hey, you any interest in bounties? I've gone straight. Huh? Sort of. Oh, it's legal, usually. Then, maybe. Come on, then. Alright. We got a bounty then. Strawberry. Got on the run from New York. Good price for him. What'd he do? Rob a bank? With a gun? Nope. With a pen. He's an accountant, I think. Damn. Sounds easy. Come on. We got a bit of a ride. I know. Alright, let's go, chat. You said you had something to discuss. I didn't think we'd be chasing down an outlaw. There's something else. What? Micah. Micah? I think so. I heard of someone sounded like him about a year back. Okay. We always said if we found him. I know what we said we'd do. That ain't changed. I didn't think I'd see any of you again after you left for the Yukon. We came back. Didn't strike it rich, as you can see. But you're a rancher now. I got Uncle with me. We'll be okay. Uncle? Getting scalped by that gang out there might be preferable than living with him. Sometimes I think the same. True. By the way, what's going on, Sua? Welcome on in. I hope you're doing well. I did always like Sadie's character.
Very, very, you know, badass. Looking to sell your wares or buy some of the All right, finest see what you can find. Like I said, feller's name is Nathan Kirk. Banker, bald, 45. Okay. You head up that way. I'll meet you in a bit. Okay, sounds good. Say, I mean to meet my friend in town, but I don't know where he's staying. Bald New Yorker, Nathan Kirk. You know where he is? Afraid I don't know. All right. You seen a bald New Yorker, name of Nathan Kirk, about 45? No, sir. We get plenty of New Yorkers here. It's resort town, you see. The Adirondacks of the West, the mayor calls it. But I can't remember any of the bastards. Okay. Ask in the general store or the post office. They tend to know who's in residence for the season, as we say. Season. Good lord. All right. Let's see here. Post office. Anyone around? There we go. What's up, dude? Excuse me, friend. I'm looking for a Nathan Kirk, fella from New York. Got any mail for him? Kirk? Kirk? No, not so as I would remember. Curly, I think, but she's a woman. Ask in the Welcome Center. Most tourists check in there. All right. Thank you. Sounds good. Sounds good. Thank you, sir. Welcome Center. All right, let's take a look, chat. What's this Welcome Center all about? There you are. He's staying in the Welcome Center. Yeah, I figured that out. You head in there and try to flush him out. I'll go get the horses and then wait here. All right. Easy enough. You seen a fella? Fella from New York? Bald guy? Yeah. A few New Yorkers come here in search of the West. This one's a wanted man. I work for the government. Sort of. Sort of. His name's Nathan Kirk. Mr. Kirk. But he's so charming. Is he staying here? He's, up in room 3. Room 3. I'm gonna go pay him a visit. It's government business. How